Salut mes amis, c'est Pavel de le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le samedi et c'est le samedi PEA. Nous allons parler des actions françaises. Nous allons faire un tour de notre portefeuille ouvert PEA que vous pouvez trouver sur le site minddecash.fr et je vais vous présenter deux idées d'investissement ce mois-ci dans les actions, toujours dans les actions qui sont bel et bien éligibles dans notre cher dispositif fiscal PEA. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Encore une fois, encore et encore, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre les likes, faites-le tout de suite, s'il vous plaît, ça m'aide énormément pour développer cette chaîne gratuite. Comment retrouver les lignes de portefeuille PEA? C'est très simple, vous vous connectez sur minddecash.fr, vous créez un compte gratuit, c'est totalement gratuit, et oui, et vous allez avoir l'accès à tous les portefeuilles ouverts que je présente au sein du projet Mind de Cash. Il y en a trois. Il y en a un portefeuille PEA dont vous allez voir aujourd'hui. Il y a aussi le portefeuille rentier qui est orienté dividende. Et il y a aussi un petit portefeuille des crypto-monnaies. Donc tout ça c'est gratuit. Tout ça c'est que Mind de Cash vous offre juste pour un seul simple like que vous pouvez faire très facilement. Je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram où vous pouvez rejoindre nos discussions quotidiennes et avoir l'accès à des diverses publications que moi je fais durant la semaine du trading. Voilà, nous allons commencer. La dernière vidéo PEA, j'ai enregistré juste un jour avant le début de la guerre en Ukraine. Donc évidemment, cet événement majeur que j'imagine va rester l'événement principal de cette année 2022. Et donc bien évidemment, cet événement il a de l'impact sur la stratégie de gestion de portefeuille PEA. Donc la situation macroéconomique reste toujours très tendue, même si on peut pas dire que la situation en Ukraine s'est calmée, mais en tout cas elle continue à impacter globalement tous nos investissements. Donc évidemment ça a mis de l'huile sur le feu sur les sujets de l'inflation, ça a mis de l'huile sur le feu sur tous les actifs européens parce qu'il y a maintenant toute la structure d'approvisionnement énergétique en train d'être revue. Il y en a spontanément des nouveaux secteurs qui sont revenus comme des secteurs, on va dire, les plus intéressants à investir, comme le secteur de la défense, parce qu'évidemment maintenant la sécurité c'est la première question qui est devenue la première question après le 24 février en Europe. Et donc voilà, ça a pas mal chamboulé en fait toutes les gestions de portefeuille et effectivement ça a eu de l'impact malheureusement sur notre portefeuille PEA. Et quel c'était cet impact? On va voir tout de suite quand on va revoir les lignes de portefeuille. Vous allez voir que c'est pas si mal que ça aurait pu être mieux, mais moi personnellement je n'ai pas anticipé cet événement, donc je ne me préparais pas à la guerre en Ukraine, donc je pensais que ça allait être vraiment des tensions géopolitiques pour avoir des meilleures conditions, pour se mettre dans une meilleure posture sur la scène internationale, mais finalement, malheureusement, cet événement a eu lieu et maintenant on devrait subir les impacts et ajuster notre stratégie en fonction. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter encore deux actions que moi j'ai choisies pour renforcer notre portefeuille PEA. Voilà, ce sont les lignes de portefeuille PEA. Je vous rappelle encore une fois que les lignes sont triées par le poids dans le portefeuille. Donc les premières lignes, c'est celles qui sont les plus grosses en termes d'investissement, en termes de pourcentage dans le portefeuille. Donc vous voyez que le flagman en fait de notre portefeuille, la première ligne, c'est Total Energy, et heureusement parce que c'est elle qui sauve en quelque sorte la performance globale du portefeuille. Évidemment, Total Energy est là. Bon, en fait, elle a été impactée également parce qu'il y a eu des projets en Russie que Total est en train d'abandonner. Le mois dernier, on était encore mieux sur Total, mais Total, évidemment, il tire profit des pétroles, des énergies qui restent très chers, qui sont devenus encore plus chers après le début de la guerre en Ukraine. Une véritable surprise, en tout cas pour moi, c'était Air Liquide. Air Liquide, certes, c'est une action défensive par excellence, mais pourquoi il a pris autant ce mois-ci? Parce qu'on était à plus qu'à 4 ou 5% le mois dernier, maintenant on est presque à plus 17%. Pour moi, ça reste assez mystérieux pourquoi Air Liquide n'a profité tellement de ces événements géopolitiques. Probablement les actifs recherchaient en fait une safe haven en quelque sorte. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les raisons pourquoi Air Liquide a servi comme une véritable valeur
refuge pendant cette crise, mais dans tous les cas, ça fait plaisir pour nous à notre portefeuille, et donc qui affiche des performances très solides sur Air Liquide, et en plus c'est une ligne qu'on a entamée il n'y a pas si longtemps, seulement 11 octobre 2021, c'était un très bon investissement que nous avons fait à cette époque-là, quand les marchés étaient au plus haut. Voilà, Danone, elle est à la traîne, mais c'est pas parce que la société elle est faible ou bien elle a perdu quelque chose, mais c'est surtout à cause de la crise alimentaire qui est en train de se développer en Europe, suite toujours et encore aux événements en Ukraine. L'Ukraine, je vous rappelle que c'est un des premiers producteurs de céréales et pas que, donc en gros des produits d'agriculture. Et du coup, Danone, évidemment, il en est dépendant et donc forcément, Danone, il est perturbé en bourse. Pour l'instant, ça n'a rien de méchant, pourtant c'est une position assez importante. Pour l'instant, je ne renforce pas cette ligne dans mon portefeuille, on a renforcé il n'y a pas longtemps, vous voyez que j'ai racheté encore des actions Danone quand on était à peu près à 50 le 27 décembre, c'était juste avant le nouvel an. Et donc voilà, Danone pour l'instant ça reste notre troisième ligne. Schneider Electric, ça c'était l'action que j'ai achetée le mois dernier et j'ai tapé assez fort. Donc, et déjà nous sommes en performance positive de presque plus 5%. Donc ça c'est une valeur dans laquelle j'ai investi juste après la guerre, en fait, après le début de la guerre. Donc quelque part j'ai eu de la chance, même si j'ai un petit peu de point de vue éthique, c'est un peu compliqué de le dire comme ça, parce que c'est vrai que j'ai profité d'un cours très intéressant, parce que toutes les bourses ont chuté bien évidemment juste après le début de la guerre, et ça m'a permis d'obtenir les cours très avantageux pour deux actions que je vous ai présentées à fin février dernier. Donc là je vous rappelle que c'était Schneider Electric et Soitec. Donc du coup j'ai eu de la chance en quelque sorte que ces actions j'ai pu acheter pour des prix très intéressants. Donc c'était le cas pour Air Liquide, c'est pas mon génie de sélection des actions, mais c'était des circonstances qui ont été très particulière dans cette époque-là. Voilà, donc là je suis content d'avoir Schneider Electric dans mon portefeuille pour ce prix qui reste quand même très très intéressant. Voilà. Ensuite, L'Oréal, c'est une action de la catégorie A, elle est proche de l'équilibre. C'est très dommage parce qu'il n'y a pas encore longtemps on était à plus 20%, donc on a reperdu toute la performance. Et si elle va continuer à baisser, évidemment je vais renforcer cette ligne comme je fais d'habitude pour toutes les actions de la catégorie A. Amadeus IT, c'est une entreprise dans laquelle j'ai investi pour miser sur la réouverture des marchés. C'est un spécialiste, d'ailleurs une société très très rentable, spécialiste des réservations des avions, des différents systèmes de voyage en ligne. Donc cette entreprise aujourd'hui il affiche une performance de moins 4,4%. Soitec, c'était encore mieux, c'était l'investissement qu'on a fait le mois dernier, mais encore une fois c'est un petit peu de la chance, on est à presque plus 12% sur un seul mois, mais c'est un phénomène dans Momentum que j'ai acheté juste après le début de la guerre, donc c'est quelque chose assez anormal en fait, on va dire, ce sont des on va dire, circonstances particulières qui m'ont permis vraiment de bénéficier des prix comme ça. Ensuite, là, on a fait le tour des plus grosses pondérations dans le portefeuille. Vous voyez, donc dans les premières lignes, qui sont les plus gros contributeurs du PNL global du portefeuille, on n'a pas énormément de problèmes, donc on n'a pas des catastrophes qui ont eu lieu pendant ce presque un mois et demi qui ont été très perturbés. Maintenant, on va passer dans la deuxième catégorie des valeurs, plus petites valeurs pour notre portefeuille, et surtout en termes de pondération et en termes de sensibilité au mouvement des prix, parce que par exemple les contributions des valeurs qu'on va voir maintenant, elle est beaucoup plus faible que celle qu'on vient de voir. Voilà, maintenant Soitec qu'on a vu, bon, bioMérieux, ça c'était une exposition clairement Covid. Bon, vu que le Covid c'est assez volatile, certains parlent qu'on va y être encore après les élections, d'autres pensent que c'est définitivement fini. Donc après, moi je ne crois plus dans les confinements, vraiment l'explosion de nouveaux virus qui est super dangereux. bioMérieux, c'est vrai que j'ai acheté cher, donc j'avoue, je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, c'est une très belle entreprise, très rentable, mais elle est très très chère. Voilà, Aerofins Scientifique, c'est un petit peu la même idée, donc c'est toutes les valeurs qui sont exposées sur les thématiques du Covid sont en baisse, mais encore une fois, nous passons déjà dans des pondérations plus faibles que celles qu'on a vues tout à l'heure. Donc Bouygues Telecom, c'est un investissement récent, ainsi que Rubis. Les deux sont des valeurs value, c'est ma tentative de m'exposer sur des valeurs value, et il y en a beaucoup sur la côte française, donc du coup mon choix est tombé sur Bouygues Telecom et Rubis. Rubis, c'est un cas un tout petit peu particulier, je voudrais vous lire quelques actualités pour vous expliquer pourquoi le prix qui est vraiment tellement faible. Je me demande même si on ne devrait pas nous renforcer sur la ligne Rubis. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez après que je lise les actualités, parce que c'est les actualités évidemment qui sont les plus importantes pour comprendre
pourquoi cette valeur baisse. En fait, les problèmes de Rubis actuellement sont liés aux événements au Kenya, en fait, autour de leur filiale au Kenya. Et voici, ce sont les actualités. Dans son communiqué, le spécialiste français d'aval pétrolier évoquait des circonstances exceptionnelles, tout en assurant que sa filiale locale fait ses meilleurs efforts afin d'approvisionner le marché. Rubis explique que la décision du gouvernement kenyan de subventionner le différentiel de prix aux distributeurs d'essence face à la flambée de l'essence a eu pour l'effet des délais rallongés aux distributeurs et à des ruptures de stock qui ont renforcé la pression sur les distributeurs internationaux dont il fait partie. Le groupe ajoute faire preuve de toute la transparence requise par rapport aux autorités locales, aidant à voir augmenter ses ventes à l'export au détriment de la fluidité du marché kenyan. Rubis rappelle qu'il est présent au Kenya depuis 2019 suite à l'acquisition de Kenoko-Bill, dont 140 stations-service au Kenya ont d'ores et déjà été mises à ses couleurs, sur un total de près de 400 en Afrique et de l'Est. L'an dernier, la région de l'Afrique de l'Est a contribué à la hauteur de 7% du résultat opérationnel du groupe. Pour l'information, Jean-Christian Bergeron, le directeur général de Rubis Kenya, a rejoint le siège à Paris pour faire un point complet sur la situation de la filiale. Voilà, en gros, il y a des risques qui sont liés, qui sont spécifiques à cette entreprise Rubis. Donc, ce qu'on appelle parfois les risques non systémiques, parce qu'il y a deux types de risques. Risque systémique, c'est le risque du marché, grosso modo, et les risques non systémiques, ce sont des risques qui sont liés à une entreprise concrète, à une situation concrète. Donc, et d'ailleurs, les risques non systémiques ont comme phénomène d'être diversifiables. Donc si vous avez un portefeuille de tout un tas de valeurs, vous pouvez complètement ignorer le risque non systémique, soi-disant le risque lié à une entreprise concrète, parce que vous n'allez pas avoir le même problème, évidemment si les entreprises ne sont pas corrélées, vous n'allez pas avoir le même problème au même moment dans toutes les entreprises qui font partie de votre portefeuille. Voilà, grosso modo, Rubis, nous avons acheté il y a 2 mois, et c'était une valeur clairement value, je la trouve toujours très très value, et aujourd'hui il est devenu encore plus value, donc vous voyez, donc ça arrive malheureusement assez régulièrement. Et la question qu'on doit se poser maintenant, parce qu'on attend vraiment des niveaux absolument à la casse, est-ce qu'on renforce Rubis ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires. Je sais que sur Telegram il y a eu beaucoup de discussions autour de Rubis. Cette valeur elle est très bien aimée chez nous en France, elle est éligible au POA, il offre un dividende assez confortable et vraiment elle n'est pas chère. Voilà, dites-moi dans les commentaires, on va en discuter, on va prendre la décision. Voilà, ensuite la Française des Jeux, je n'augmente pas, j'ai investi dedans comme dans une valeur refuge. Finalement, c'était une grosse déception. Donc là, heureusement que je ne me suis pas exposé énormément, donc je garde un tout petit peu, mais pour l'instant, je ne renforce pas. Par contre, la valeur que j'aimerais bien renforcer dans mon portefeuille, c'est ST Microelectronics. Aujourd'hui, elle a pas mal baissé, donc là, on a déjà ouvert notre première ligne à 30 €, ça c'était vraiment une opportunité du siècle. Mais aujourd'hui, à 34,50, autour de 35, parce que bon, j'enregistre un petit peu avant ces vidéos, donc je ne sais pas à quel moment elle sera au moment quand vous allez voir cette vidéo, je pense que ça reste quand même assez intéressant. Donc ça, c'est une des, on va dire, des candidates pour renforcer dans notre portefeuille PEA. Pour être à 100% transparent, parce que j'aime bien acheter les mêmes valeurs que moi je présente dans mes vidéos, je vous dis que moi je ne vais pas acheter parce que j'en ai déjà acheté en fait en réalité, parce que dans mon club Option Invest, je fais une stratégie optionnelle de revenus passifs sur ST Micro, et le mois dernier je me suis fait exercer sur cette action là, parce que je vendais des options put là-dessus, et maintenant je me suis retrouvé en position, et maintenant je fais une autre stratégie de revenus passifs qui s'appelle un Covert Call. Donc tout ça je décrit dans le club Option Invest, dont le lien vous pouvez trouver dans la description à cette vidéo pour ceux qui s'intéressent à ces diverses stratégies qui permettent vraiment nettement d'améliorer la performance de vos portefeuilles. Voilà, en gros, je n'ai déjà ST Micro suite à ma stratégie optionnelle, et donc du coup, même si je vais la recommander au sein de portefeuille PEA, je vais pas l'acheter moi-même directement parce que je l'ai déjà et pour un prix qui est très intéressant. Voilà, ensuite Ipsen, c'était vraiment une bonne surprise de ce mois. Donc on est passé à plus 33%, et le mois dernier on était à plus 10 seulement si ma mémoire est bonne.
Mais dans tous les cas, c'était vraiment une excellente bonne nouvelle qui nous a permis d'un petit peu de sauver le mur pendant cette crise, parce qu'il y en a certaines actions ont quand même chuté. Neo1 et Voltalia, je vais les regarder ensemble. On était à moins presque 20% le mois dernier. Vous voyez comment le monde peut changer vite, parce qu'évidemment, avec l'embargo, quasi-embargo sur l'énergie russe, maintenant les énergies vertes retournent vraiment à la mode. J'étais lourdement investi dans les énergies vertes, j'en parle depuis début de l'année dernière, je pense. C'était un de mes secteurs préférés et évidemment il fait partie également de portefeuille PEA dont on a plus de 10% dans le NE1. N'oubliez pas que ça reste des valeurs quand même très volatiles, c'est pour ça que j'ai acheté deux valeurs de petites portions de chacune, c'est Voltalia et NE1, ce sont des presque concurrents et NE1 il est déjà dans le positif et Voltalia il les rattrape parce que Voltalia elle était presque moins 30% le mois dernier, donc il était lourdement dans le rouge. Je doutais même si on va revenir un jour dans le positif et voilà, le monde a changé, maintenant on est en positif. Crédit Agricole, maintenant nous tombons sur des valeurs qui ont quand même subi des dégâts importants suite à la crise ukrainienne, parce que Crédit Agricole évidemment déjà c'est un proxy sur la macro comme toutes les banques, mais aussi c'est une valeur qui avait des intérêts en Russie, donc forcément moins 16%, la valeur qui était, il n'y a pas longtemps elle était très positive, après elle était pendant un petit moment elle était en équilibre, maintenant on est lourdement dans le rouge. Mais je suis confiant, j'aime beaucoup cette banque et je vais y continuer à y investir. Un peu pareil pour Calray, c'est une toute petite valeur, une toute petite position, la semi-conducteur française c'est une catégorie C, et qui fait également du edge computing. Bon, malheureusement, elle déçoit, mais c'est une toute petite ligne. Boiron reste encore à l'équilibre, proche à l'équilibre. Euronext, moins 3%, mais cette valeur sur laquelle vraiment je suis très prêt, parce que je pense qu'il faut la renforcer à un moment donné. Pharmagest Interactive, aussi, ça c'était une très bonne nouvelle, on était lourdement dans le rouge, et maintenant on est repassé dans le vert, maintenant on est à 7,6%, et ça c'est vraiment une véritable bonne nouvelle de ce mois-ci. Donc, le constat, qu'est-ce qu'on peut voir, comment notre portefeuille il a réagi à ce vraiment stress test, un stress test auquel on ne s'attendait pas du tout, un véritable signe noir. Eh bien, on a bien tenu quand même. Vous voyez, donc là, on a eu des dégâts et la diversification a très bien fonctionné. Certaines valeurs ont pris, certaines valeurs ont perdu, ce qui est tout à fait normal pendant les crises, mais globalement, le portefeuille tient bien la route. Vous voyez maintenant, après déjà 2 ans, bon, non, c'est pas 2 ans, peut-être 1 an et demi que le portefeuille PEA existe, vous pouvez voir la puissance de la diversification et comment, si on gère le portefeuille de manière organisée et de manière sensée, comment on peut se protéger pendant les crises tout en restant investi. Vous voyez, je ne prenais pas des couvertures, je ne faisais pas des hedges, je ne shortais pas les marchés, j'ai appliqué les stratégies de bon père de famille que tout le monde peut faire et pourtant nous tenons bon. Vous pouvez voir que la performance de portefeuille reste bonne même si certaines lignes déçoivent, et remarquez bien que les lignes qui ont vraiment dessus, ce sont des lignes où nous avons un poids très faible. Et c'est ça la clé d'investissement, je vous le répète chaque fois, que si vous respectez déjà le poids de la ligne dans votre portefeuille, c'est déjà un énorme bon point pour le succès dans la gestion de votre portefeuille personnel. Voyez, retenez ça, même si tout le projet Mind Cash, vous retenez cette seule règle, je pense que déjà j'ai fait mon boulot. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, comment vous trouvez le comportement de portefeuille Mind Cash PEA pendant cette crise. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous pensez que c'est pas suffisant? Comment se comporte votre portefeuille versus le portefeuille Mind Cash? Donc, et comme ça, en discutant, en trouvant les points forts, les points faibles, on arrivera à la vérité. Maintenant, je voudrais faire un commentaire plutôt global sur la gestion de mon portefeuille. Vous voyez, quand je scroll, ça commence à faire déjà quand même beaucoup de lignes, n'est-ce pas? Et il faut être raisonnable aussi sur le nombre de lignes dans le portefeuille. Si vous y mettez trop, donc cela veut dire que vous allez être surdiversifié et vous risquez de perdre un petit peu votre alpha. Donc en gros, vous n'allez pas nécessairement battre les marchés, c'est comme si vous achetez en ETF large, et donc du coup la surdiversification, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Donc il ne faut surtout pas être sous-diversifié, donc acheter très peu de valeurs, être exposé largement trop sur certaines valeurs, ne pas respecter le poids, soi-disant. Vous devez essayer de rester toujours diversifié, et si votre portefeuille ne vous le permet pas,
Dans ce cas-là, vous pouvez passer par des ETF, qui sont des instruments excellents pour les tout petits portefeuilles. Mais en revanche, il ne faut pas non plus être parano, il ne faut pas diversifier sur les 200 lignes. Parce que si vous diversifiez dans 200 lignes, autant d'acheter le ETF déjà, parce que ça va vous coûter moins cher, et aussi vous n'allez jamais pouvoir suivre toutes les 200 lignes. Donc il faut trouver le bon équilibre. Généralement, on parle des 30 actions. Entre ventes et 30 actions, on peut parler déjà d'une diversification assez forte. Évidemment, ça présume que ces ventes 30 actions ne sont pas corrélées. Donc dans ce cas-là, vous pouvez plus ou moins vous protéger contre les risques non systémiques, comme je viens de vous expliquer. Par contre, vous allez toujours être exposé sur les risques systémiques, parce que quand les marchés chutent, donc il y a un événement macro, généralement toutes les valeurs, sauf quelques-unes, sont en train de chuter. Donc ça ne va pas vous protéger contre les aléas du marché. Donc il ne faut pas croire non plus que la diversification c'est de la magie. La diversification c'est de la magie quand il s'agit des risques non systémiques et les risques spécifiques aux entreprises, mais par contre ça ne vous protège pas tellement contre les risques, contre les cracks des marchés. Voilà, donc ça c'est un point super important. Et maintenant je vais changer un petit peu de stratégie. Aujourd'hui je vais acheter encore de nouvelles valeurs, mais par contre dans les prochaines vidéos je vais plutôt jouer avec les lignes existantes. Donc là, je vais renforcer certaines lignes, peut-être je vais supprimer ou mettre autres valeurs au lieu des lignes existantes, mais par contre je vais être beaucoup plus restrictif en termes d'augmentation de nombre de lignes dans mon portefeuille. Et ce qui est assez intéressant, ça va en contradiction par rapport à la stratégie que je vous présente dans le portefeuille rentier, qui est orienté sur les dividendes. Là-bas, je peux me permettre une diversification encore plus large, tout simplement parce que ce qui m'intéresse, c'est les dividendes. Donc les dividendes, en fait, en gros, ça m'intéresse qu'il y ait un maximum de valeurs, comme minimiser le risque, en fait, et pour qu'il crée du cash flow. Ici, je ne m'intéresse pas spécialement au cash flow, je m'intéresse à un autre type de cash flow, pour être exact. Je m'intéresse plus à la plus-value qu'aux dividendes. Donc évidemment, je préfère toujours les valeurs qui versent les dividendes, mais ici, ce n'est pas mon but. Ici, mon but, c'est vraiment de me viser sur les plus-values. Et pour viser sur les plus-values, j'ai besoin de suivre l'entreprise, j'ai besoin de faire le minimum d'analyse, et pour faire cette analyse, il faut que ce soit un nombre de lignes limité pour que je puisse, dans mon temps accessible à moi-même, de contrôler mon portefeuille correctement. Voilà, donc du coup, dans les prochaines vidéos, nous allons plutôt rester sur les lignes existantes et nous allons jongler peut-être avec certaines lignes. Parce que j'attends, je ne dis pas que je vais jamais changer d'avis, peut-être je vais encore mettre 2-3 lignes, mais ça va être vraiment la limite. Là, on va s'arrêter et après, quand on va acheter quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y a une des lignes qui va sortir. Voilà, la première entreprise que je voudrais vous présenter aujourd'hui s'appelle Stellantis. Donc c'était un des choix des valeurs de l'année 2022, mes amis. Parce que si vous vous souvenez, si vous êtes depuis un moment avec moi, j'ai fait une vidéo où nous avons fait un sondage, en fait, quelles sont les 5 meilleures valeurs pour vous pour l'année 2022. Et souvent, vous répondez Stellantis. Et donc ça y est, moi j'y arrive aussi parce que j'ai décidé de mettre Stellantis dans mon portefeuille PEA. J'investis dans l'esprit 100% value. Donc vous pouvez voir les ratios de Seeking Alpha. Cette valeur elle est très sous-valorisée, notamment sur la valorisation, donc c'est A+, c'est vraiment la meilleure note qu'on peut avoir, mais aussi sur la croissance, mais aussi sur la profitabilité. Donc on va regarder très rapidement à quoi ressemblent les ratios de la valorisation de Stellantis. Donc vous pouvez voir que PE ratio il tourne autour de 3, et le ratio que moi j'utilise plus souvent parce qu'il tient compte de la dette, c'est EV/EBITDA. Seeking Alpha, ici, il montre un petit peu au-dessus de 11. J'ai du mal à croire, juste pour vous situer et donner l'ordre de grandeur pour ce ratio, ce que normalement, je considère déjà les valeurs comme très sous-valorisées si ce ratio il est en dessous de 10. Donc, normal, c'est entre 15, 18, 20, ça peut être 30 pour les entreprises exceptionnelles, grosso modo les entreprises chères, mais en tout cas je vois jamais des ratios de 1. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une valeur qui est vendue à la casse, et ça c'est une des raisons pourquoi Stellantis a attiré mon attention. Maintenant la croissance, parce que la valorisation c'est bon, mais je ne veux pas acheter juste les murs, je voudrais que l'entreprise ait des perspectives, et donc de point de vue des analystes, vous voyez, de tout ce qui est forward, c'est ceux qui s'attendent des analystes, vous voyez que là il y a la croissance d'EBITDA qui est attendue très importante. Clairement, il y a eu un phénomène non récurrent parce que vous voyez que le chiffre d'affaires actuel, il est à plus de 213% et demi, donc c'est énorme, mais les analystes s'attendent qu'il n'y aura que à peine 6% de croissance de chiffre d'affaires dans l'avenir. Donc cela veut dire que ces 213% tiennent compte d'un phénomène non récurrent. En revanche, pour le reste des ratios, ça reste quand même très important, très solide et très dynamique, comme la société de croissance. On peut parler de Stellantis comme une société de croissance quasiment.
On regarde très rapidement les marges sont confortables, c'est pas fou, c'est pas comme Google, Microsoft, parce que c'est pas le même secteur, donc c'est le secteur d'automobile, comme vous le savez parfaitement, je l'ai pas précisé, mais je considère que vous le savez. Donc là, on est sur des ratios A et B, donc ça c'est vraiment super bon pour ce secteur, parce qu'il faut toujours comparer ces ratios par rapport à la moyenne des secteurs. Et la cerise sur le gâteau, c'est comme ça qu'il faut voir les dividendes. L'entreprise au cours actuel, elle nous offre le dividende de 8%. C'est quelque chose juste incroyable. Je vais quand même reconfirmer tous ces chiffres avec GuruFocus. Vous voyez, ils ont changé l'interface. J'aime beaucoup. D'ailleurs, surtout ce JF Score, en fait, c'est vraiment pratique. Très visuel, et peut-être GuruFocus va devenir un jour mon outil principal pour faire l'analyse des entreprises. Et donc là, on voit pareil, les mêmes ratios, 3 et quelques. On voit EV, EBITDA, par contre ici, il le montre à presque 4, mais même avec 4, si vous préférez le chiffre plus conservatif, vous pouvez prendre celui-ci, mais à 4, ça reste vraiment bon marché. Courant ratio, ça c'est un ratio que je regarde beaucoup. Donc supérieur à 1, cela veut dire qu'ils n'ont pas de problèmes court terme pour payer leurs dettes. Donc ces entreprises qui sont certainement assez endettées, il faut toujours garder l'œil sur le niveau de la dette. Le free cash flow projeté, vous regardez, il est très bon. Free cash flow, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, ça, c'est un synonyme des dividendes pérennes. Donc, vous voyez, cette valeur, elle pourrait très bien faire partie de notre portefeuille rentier également. Mais comme je vous ai dit au début de cette année, que vu que nous vivons les circonstances particulières, nous vivons l'inflation et les entreprises value sont recherchées, donc du coup, les deux portfolio PEA et le portfolio rentier vont converger parce que la situation macroéconomique a changé. Et vu que le portefeuille rentier, il a toujours la même stratégie, quel que soit le temps, s'il pleut, s'il y a du soleil, on investit toujours dans les dividendes. Ici, dans le portefeuille PEA, c'est plus challenging parce qu'on doit s'adapter au monde qui change en permanence. Maintenant, nous allons jeter un œil sur la situation technique au niveau de graphique d'évolution des cours de Stellantis. Et là, on voit qu'on vient de toucher la ligne de tendance, en fait, après une correction très forte. Et nous avons tout un potentiel de rejoindre les niveaux de 17, voire 19. Donc ça, c'est les niveaux que nous avons vus il n'y a pas très longtemps. Et donc ça, effectivement, c'est en considérant une certaine stabilisation de contexte macroéconomique. Donc on peut espérer de voir ce mouvement. Et de point de vue momentum, malgré que tout à l'heure on a vu que sur Seeking Alpha, elle disait que c'était le pire des ratios. En fait, il n'était pas mauvais, mais en fait par rapport aux autres ratios, on voit que le momentum il était C-, il était le seul en orange, mais pour moi, en tout cas, moi je trouve que l'image technique, elle est plutôt pas forcément haussière, mais qui nous donne une certaine probabilité d'un rebond technique au moins. Voilà, donc c'est pour ça, ici, nous voyons que la valeur value, la valeur qui n'est pas chère, et la valeur qui est intéressante de point de vue technique. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la valeur Stellantis pour mettre dans le portefeuille PEA. Voilà, la deuxième valeur que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est Walix Group. Vous savez très bien qu'à la base, je ne suis pas très valeur value, en fait, parce que le contexte macroéconomique a changé, la macro a changé, et maintenant, du coup, je m'adapte. Mais je suis toujours assez convaincu, je préfère d'investir dans les valeurs de croissance. Et une des valeurs, en fait, un des secteurs de croissance qui m'intéresse particulièrement, c'est la sécurité numérique, et notamment la sécurité dans le cloud. Walix, c'est un des acteurs majeurs dans ce créneau. Donc, il y a aussi Verimatrix, qui est un de ses concurrents. Donc, cette entreprise Walix que je regardais depuis un moment, elle était toujours très chère et récemment il a littéralement chuté et maintenant j'ai décidé de entamer ma première ligne sur Walix Group. Ça sera la petite ligne parce que c'est une valeur de la catégorie D, donc cette valeur qui n'est pas encore profitable, mais en tout cas je veux avoir une exposition au sein de portefeuille PEA sur les valeurs de la sécurité numérique. Ce dernier temps, ces derniers mois, je n'achetais que des valeurs value, maintenant c'est le temps de diversifier un tout petit peu et ne pas oublier qu'il y a aussi de la croissance, il y a aussi de nouveaux créneaux dans le business et donc Walix Group, c'est l'investissement plus classique, en tout cas plus classique pour moi, dans la stratégie de mes portefeuilles que je gère habituellement. Voilà, donc ici l'analyse va être assez rapide parce que l'entreprise, vu qu'elle n'est pas encore profitable, on va principalement regarder les marges et on va regarder les price to sales. Price to sales à 4,6, donc vous voyez, elle n'est pas très sous-valorisée même après la chute, mais ça reste déjà quand même relativement raisonnable. Les valeurs de ce secteur de la sécurité, généralement, ont des price to sales bien plus importantes. Si vous pouvez regarder CrowdStrike ou Cloudflare ou Palo Alto, ce sont des price to sales supérieurs à 10. Donc voilà, ici on n'est pas très cher par rapport à ses concurrents.
Mais maintenant, regardez la marge. Les marges sont supérieures à 100%. J'ai du mal même à imaginer comment c'est possible. Généralement, j'aime beaucoup ce business parce que des marges habituelles sont très élevées, mais ici, elles sont particulièrement élevées. Elles sont 20%, même 30% de plus, donc quasiment 40%, excusez-moi, de plus que la moyenne du secteur. Donc ouais, ça, c'est pas mal. Et donc, cela veut dire que cette valeur, elle a énormément de potentiel. Voilà. Maintenant, nous allons regarder les graphiques. Vous voyez que les graphiques sont très, très décevants pour ceux qui ont investi. Heureusement que je n'ai pas investi ici. Je surveillais cette valeur depuis le début de l'année 2021. Vous voyez, donc j'étais resté calme, j'étais resté patient. Et maintenant, le marché me offre cette opportunité pour m'exposer sur la valeur Walix. Donc c'est vrai que je l'achète après la chute. Donc on a encore potentiel de chuter si jamais après la situation se dégrade jusqu'à des niveaux, je dirais de 14. J'ai du mal à voir plus bas. Donc ça, c'est les 14 que nous avons légèrement touchés il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'était vraiment pendant la crise de l'Ukraine. Et maintenant, on a pas mal reparti, on s'est stabilisé à des niveaux que moi je considère quand même assez importants et je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une rechute. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est peut-être trop tôt de l'acheter? J'ai hésité effectivement parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de valeurs value qui pour moi me paraissent assez intéressantes. Notamment, j'hésitais de renforcer Rubis ou bien Crédit Agricole. Les deux entreprises me plaisent beaucoup, de point de vue value, de point de vue dividende, mais je voulais également profiter de cette valeur de croissance qui offre actuellement des cours qui sont très intéressants, en tout cas selon moi. Voilà, on va en discuter dans les commentaires, j'espère que vous allez y participer, ça m'aide énormément aussi pour développer la chaîne. Je réponds à tous les commentaires, donc toutes les questions que vous me posez dans les commentaires, je prends l'engagement de les répondre, donc allez-y, donc j'attends vos commentaires et vos propositions, peut-être je vais changer d'avis, je l'ai déjà fait plusieurs fois. En parlant avec vous dans les commentaires, on va finalement faire autre chose que acheter Walix. On va peut-être renforcer une des valeurs value qui est déjà présente dans notre portefeuille. Sur ça, je vous dis à très bientôt. Concrètement à demain, parce que demain vous allez voir le café du dimanche, on va parler de la macroéconomie, des grandes tendances boursières. N'oubliez pas un like avant de partir et partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse, ceux qui veulent ouvrir un PEA. Allez, à très bientôt, Mind the Cash, bye bye.